Avoir un véhicule en bon état et bien le connaître sont des gages de sécurité pour le conducteur et ses passagers. Avant de monter dans ma voiture, j'en fais le tour afin de vérifier qu'un pneumatique n'est pas à plat ou dégonflé, qu'un feu n'est pas cassé ou endommagé, qu'il n'y a pas des fuites de liquide sous le véhicule. Je vérifie aussi l'espace libre autour de mon véhicule. Je tiens compte de présence d'obstacles tels que des bornes ou des véhicules stationnés par exemple. Avant de démarrer, je m'installe correctement et je me pose quelques questions simples. Les passagers ont-ils tous bouclé leur ceinture? Les portes sont-elles bien fermées? Les bagages bien calés? Je mets le contact. Des cadrans et des voyants me renseignent sur les différents éléments du véhicule. Je dois en connaître la signification. La couleur orange informe des éléments de sécurité importants mais non dangereux. La couleur verte indique le fonctionnement des feux du véhicule. La couleur bleue signale uniquement le fonctionnement des feux de route. La couleur rouge indique un danger s'il s'allume en circulation. Si un de ces voyants rouges s'allume en circulation, le conducteur doit s'arrêter dès que possible, sous peine d'endommager définitivement le véhicule. Lorsque j'allume le contact, tous les voyants s'allument, puis ils s'éteignent. Je démarre le moteur. Seul le voyant rouge indiquant que le frein à main est en service reste allumé. Si un autre voyant de toute autre couleur est allumé, je dois savoir quelle attitude adopter. Voyant de jauge de carburant allumé, je suis sur la réserve. Voyant de dégivrage arrière, je l'éteins dès que les vitres sont nettes. Je réalise le contrôle des niveaux et l'entretien régulier du véhicule, une fois par mois ou tous les 1000 à 1500 km. J'adopte quelques règles qui me permettent de faire un contrôle rigoureux. Je place le véhicule sur un sol plat, le moteur est froid et je procède toujours dans le même ordre pour ne rien oublier. Le contrôle du niveau d'huile se fait à l'aide d'une jauge comportant des repères minimum et maximum. Le niveau doit se situer près du repère maximum. Si cela est nécessaire, le niveau se complète avec une huile préconisée par le constructeur. Aujourd'hui, la plupart des véhicules récents sont équipés d'un affichage digital qui permet de contrôler le niveau d'huile au démarrage. Le contrôle du niveau du liquide de refroidissement se vérifie par transparence à travers un vase d'expansion. Le liquide doit se situer près du niveau maximum. Le niveau se complète avec du liquide approprié. Surtout ne pas ouvrir le bouchon lorsque le moteur est chaud. Je risque des brûlures graves. Le niveau du liquide de frein se contrôle sur un petit réservoir translucide. Le liquide doit se situer au moins entre le minimum et le maximum. En cas de baisse importante, il faut faire vérifier le système de freinage et effectuer les réparations nécessaires. Beaucoup de batteries, dites sans entretien, équipent les véhicules récents et ne nécessitent aucun contrôle particulier. Elles se reconnaissent par la mention « sans entretien ». Sur les batteries classiques, le niveau doit se situer environ 1 cm au-dessus des éléments. Pour faire l'appoint, il ne faut rajouter que de l'eau déminéralisée. Le niveau du lave-glace se vérifie par transparence. En hiver, des liquides spécialement préparés permettent d'éviter le gel du liquide dans le réservoir. D'autres équipements extérieurs sont aussi à vérifier régulièrement. Les balais d'essuie-glace avant et arrière. Ce sont des équipements qui subissent les aléas climatiques, soleil, pluie, gel, et donc ils doivent être vérifiés et changés régulièrement. Je vérifie que tous les éclairages et signaux lumineux fonctionnent correctement. Feu de position, feu de croisement, feu de route, clignotant, et si le véhicule en est équipé, feu de brouillard, feu diurne et feu d'angle. À l'arrière, feu de position, feu stop, feu de recul, feu de brouillard, catadioptre, clignotant, éclairage de la plaque d'immatriculation.
Les pneumatiques jouent un rôle essentiel dans la sécurité. Ils sont composés d'une structure, la carcasse en câble, enveloppée dans une gaine de caoutchouc très résistant. Un pneu est composé d'une multitude de câbles. C'est sa structure. Cette structure lui permet de résister à la pression. Il existe plusieurs types de structures, mais la structure radiale est la plus courante pour les véhicules légers. Elle est repérée par la lettre R ou le mot radial. Le type du pneumatique est défini par les différentes caractéristiques, comme la marque du fabricant, la dimension, la structure, la catégorie de vitesse, l'indice de capacité de charge, le mot tubeless pour les pneus sans chambre à air, la date de fabrication, etc. Deux pneus de même caractéristique ont le même type. À retenir, les 4 pneumatiques doivent être de structure identique sur les 4 roues et de type identique sur un même essieu, c'est-à-dire sur les roues avant ou arrière. De plus, le sens de montage doit être respecté. Les sculptures sont les rainures ou les dessins de la bande de roulement. Elles facilitent l'évacuation de l'eau. Elles doivent être apparentes sur toute la surface de la bande de roulement et ne pas avoir une profondeur inférieure à 1,6 mm. Mais je remplace mes pneus bien avant d'avoir atteint ce seuil. Des indicateurs placés sur l'épaule du pneumatique permettent de repérer les témoins d'usure. Un triangle, le symbole du fabricant ou des lettres TWI. Les témoins d'usure sont constitués par des bossages situés à l'intérieur des rainures de la bande de roulement. Je peux ainsi estimer aisément l'usure du pneumatique. Enfin, pour conserver une bonne tenue de route, les pneumatiques d'un même essieu doivent avoir une usure à peu près identique. La différence entre la profondeur des rainures principales ne doit pas dépasser 5 mm. Le rôle des pneumatiques est d'adhérer au sol, de guider le véhicule, de porter la charge, d'amortir les chocs, d'aider au freinage. Je suis donc très attentif à leur entretien. Je vérifie la pression environ une fois par mois, particulièrement avant un trajet à haute vitesse ou en cas de charge importante. Cette vérification s'effectue à froid ou lorsque les pneus ont peu roulé. Les pressions de gonflage préconisées par le constructeur se situent dans la notice d'utilisation ou sur une étiquette placée à l'intérieur de la porte du conducteur ou de la trappe à carburant. Une pression correcte assure l'adhérence et la longévité du pneumatique. A l'inverse, le sous-gonflage entraîne une usure plus rapide, une surconsommation de carburant, un échauffement anormal risquant d'entraîner un éclatement. L'aspect général du pneu. Il ne doit comporter ni déchirure, ni déformation importante, et ne laisser apparaître aucune toile. Une usure plus prononcée sur un côté indique un défaut de parallélisme. Le véhicule tire alors plus à droite ou plus à gauche. En cas de changement de pneumatique, la valve est changée car elle assure l'étanchéité. L'équilibrage des pneus doit être fait pour éviter les vibrations. Les pneumatiques neufs se montent de préférence à l'arrière, car ils permettent une meilleure adhérence. L'hiver, conduire par temps de neige ou de verglas est difficile. Des équipements spéciaux facilitent la circulation. Les chaînes à neige ne sont autorisées que sur les routes enneigées. Parfois, un panneau signale que leur utilisation est obligatoire sur au moins 2 roues motrices. La vitesse maximale conseillée est de 50 km/h. Les pneus neige sont particulièrement adaptés à la conduite hivernale, c'est-à-dire dans des conditions de pluie ou lorsque la chaussée est revêtue d'une faible couche de neige. Ils sont reconnaissables aux lettres M et S moulées sur leurs flancs. L'équipement des 4 roues en pneus neige est conseillé, car l'adhérence est ainsi répartie sur les 4 roues. Lorsque le panneau obligeant l'utilisation des chaînes à neige est complété par ce panonceau, alors l'utilisation des pneus neige sur la route en question est autorisée. Les pneus neige remplacent avantageusement en termes d'efficacité et de durée d'utilisation les anciens pneus à clous
ou pneus à crampons qui ont disparu des circuits de distribution. De nombreux équipements apparaissent au fur et à mesure de l'évolution technique des véhicules, tant sur le plan du confort de conduite que sur celui de la sécurité des usagers. Je dois les connaître et savoir les utiliser. Le régulateur de vitesse permet de circuler à une vitesse stable que je détermine. Le régulateur s'utilise principalement lors de longs trajets sur route ou sur autoroute. Il ne peut se déclencher que si une certaine vitesse est atteinte, entre 30 et 70 km/h, suivant les modèles. C'est pourquoi il n'est pas utilisable en ville. Je n'oublie pas de le désactiver en approchant d'un péage ou d'une sortie ou dans des zones à forte circulation. Une pression sur le frein ou l'embrayage le désactive immédiatement. Le limiteur utilise le même calculateur que le régulateur, mais son objectif est de fixer une vitesse maximale que je ne souhaite pas dépasser. Dès que cette vitesse est atteinte, par exemple 85 sur route ou 125 km/h sur autoroute, le dispositif régule l'arrivée de carburant pour empêcher le véhicule de dépasser cette vitesse. Le GPS est un outil très pratique qui me permet de m'orienter, de trouver une adresse, de calculer et suivre un itinéraire, d'avertir des ralentissements dus au trafic, de trouver les stations-service et bien d'autres choses encore. Mais 2 précautions sont à prendre. Tout d'abord, je m'arrête pour régler mon GPS ou je le fais faire par un passager, mais en aucun cas je ne le règle en roulant. Puis, je ne place pas le GPS dans mon champ de vision. Plusieurs systèmes me permettent de téléphoner en ayant les mains libres pour conduire. Bluetooth, filaire, intégré dans le véhicule ou dans le GPS, c'est autorisé. Mais le mieux est d'éteindre le téléphone et de laisser la boîte vocale répondre. Si toutefois je dois répondre à un appel, je choisis de m'arrêter. En effet, l'utilisation d'un mobile en conduite me distrait totalement de ma tâche de conduite et diminue fortement mon attention. Beaucoup d'écrans peuvent aussi se brancher dans le véhicule, écran DVD, téléviseur, ordinateur portable, tablette PC. Ces écrans ne sont acceptables que pour les passagers et les enfants. Seuls les équipements d'aide à la conduite sont autorisés pour le conducteur. D'autres équipements commencent à arriver dans les véhicules. C'est le cas des caméras de recul qui me permettent de voir une partie de l'environnement arrière du véhicule et de pouvoir faire la manœuvre avec plus de sécurité. Cependant, je ne fais pas une confiance aveugle dans cette technologie et je fais l'effort de me retourner pour avoir un regard direct, bien plus fiable que n'importe quelle caméra. Les détecteurs de radar, les brouilleurs de radar et autres gadgets anti-flash sont strictement interdits et les sanctions sont très graves. Cependant, des outils d'aide à la conduite axés sur la technologie GPS peuvent me permettre d'être averti des sections de voies dangereuses et des points de danger précis. Après une infraction grave relative à la conduite sous l'influence de l'alcool, mon véhicule peut être équipé d'un éthylotest anti-démarrage. Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule. Le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique. En matière de sécurité active, le véhicule est équipé d'un certain nombre d'équipements permettant d'arrêter, de ralentir ou d'améliorer le freinage ou l'équilibre du véhicule. Il s'agit de l'ensemble des systèmes de freinage du frein de parquage au système complexe comme l'ABS, l'AFU, l'ESP ou l'ASR. Un dispositif qui maintient le véhicule à l'arrêt, c'est le frein de parquage, communément appelé frein à main. Son fonctionnement est généralement assuré par des câbles. Ce frein agit sur les 2 roues d'un seul essieu, généralement à l'arrière. J'actionne le bouton de verrouillage pour maintenir ma voiture à l'arrêt en mon absence, ou le déverrouillage pour libérer les roues du freinage lorsque je démarre. Le frein principal est commandé par une pédale actionnée par le pied droit. En pressant la pédale, j'exerce une pression sur le liquide qui circule dans les canalisations. Ce liquide pousse un piston dans le maître-cylindre qui lui-même pince des plaquettes sur les freins à disque ou écarte des mâchoires sur les freins à tambour. Le système de freinage moderne assure le frein de secours, car en cas de rupture ou de fuite d'une canalisation de liquide de frein,
l'indépendance des circuits fait que le freinage se produit sur au moins 2 roues. En cas de défaillance du système principal, le frein de parquage peut servir de frein de secours. Je dose alors le freinage, tout en maintenant le cliquet de verrouillage enfoncé. L'ABS ou ABR est constitué de capteurs de vitesse sur les roues, reliés à un calculateur qui régule la pression du freinage. Si au moment du freinage une roue se bloque, le calculateur relâche la pression de freinage, ce qui permet de conserver le contrôle de la direction. Très utile en cas d'adhérence réduite ou de freinage d'urgence, l'ABS ne diminue pas la distance de freinage.